Nous allons maintenant entamer notre très copieuse séance et j'appelle Olivier pour venir la présenter. Merci. Écoutez, bonjour et merci de votre présence. Juste à titre d'introduction, l'Académie nationale de chirurgie m'a demandé de coordonner un rapport sur la formation initiale des chirurgiens. Je leur remercie en mon nom propre et au nom de tous les présidents de collèges de spécialité chirurgicale parce que c'est un travail collaboratif et donc je ne vais pas encore le temps de les citer. Ils sont par ordre alphabétique. Il y a Chloé Bertolus pour le collège de maxillofacial, Christophe Chiquet pour l'ophtalmologie, Bruno Dauvin et un peu plus loin Agnès Liard pour le collège de chirurgie pédiatrique, Jean-Pierre Favre pour la chirurgie vasculaire, Christian Garot de Loubresse pour la chirurgie orthopédique, Bernard Kretman, chirurgie thoracique cardiovasculaire, Éric Le Chevalier, l'urologie, Emmanuel Lescan, ORL, Pierre-Hugues Rocher, la neurochirurgie, Hervé Tomaso, avec qui j'ai beaucoup échangé à l'occasion de ce rapport et qui m'a apporté beaucoup d'aide, qui est l'ancien président du collège d'orthopédie, et Vassilis Tsatsaris pour la gynéco-obstétrique. Il y a une spécialité qui manque, qui a fait le choix de ne pas participer. On pourra échanger éventuellement dans la discussion. C'est la chirurgie plastique reconstructive, mais qui est vraiment une spécialité très à part. Je voudrais m'arrêter un court instant sur cette notion de collège de spécialité chirurgicale. Les collèges dont il est question ici, ce ne sont pas ce qu'on peut connaître, ce que vous pouvez peut-être connaître au titre de collégiales, qui sont en fait des associations chirurgicales au niveau d'une ville qui représentent les PH ou les universitaires d'une spécialité donnée, ou d'une discipline d'ailleurs plutôt, mais bien quelque chose qui se passe à l'échelle nationale, qui est l'équivalent de ce qu'on peut rencontrer à l'étranger sous le terme de board, qui ont pour vocation de structurer l'enseignement à une échelle nationale, qui jusque-là était totalement méconnu et non légitime, puisqu'il n'y avait aucun texte qui ne prévoyait leur existence, et qui, depuis 2017, à l'occasion de cette nouvelle réforme du troisième cycle qui a été faite, sont maintenant reconnus de façon officielle par les tutelles, que ce soit les doyens ou les ministères, à titre individuel et surtout à titre collectif, au nom d'une coordination qui en a été faite. Donc, ils ont toute leur légitimité, et donc c'est à ce titre qu'ils sont associés à la production de ce rapport. Alors, pourquoi un rapport les plus âgés d'entre nous se souviennent peut-être, parce qu'il y a eu d'autres rapports avant, qu'il y a eu une vague de rapports sur la chirurgie au début des années 2000, à l'occasion de ce qui a été appelé la crise du recrutement des chirurgiens français, qui était à la fois un problème de démographie, mais également un problème de révélations des tarifs pour les chirurgiens de secteur 1, dans un contexte d'augmentation des primes d'assurance, et qui a conduit à un premier rapport de Jacques Demer, Guerri Udicelli sur la chirurgie française en 2003. Le Conseil national de l'ordre des médecins a établi plusieurs documents ou rapports échelonnés entre 1999 et 2005. L'Académie nationale de médecine et chirurgie ont fait un rapport sous la main de Louis Hollander qui peut ordonner. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre l'État et les représentations de chirurgiens. Ce protocole d'accord signé en 2004 a fait l'objet d'une évaluation de son application. On pourra en parler éventuellement, mais simplement de certains points. La DGOS a fait un rapport. Le Sénat, il y a eu un rapport au Sénat sur l'avenir de la chirurgie. On sent bien que pendant toute cette période des années 2000, il y a eu une crise. Il y a eu des solutions qui ont été proposées. Certaines ont été évaluées, mais tout n'a pas été résolu. Alors pourquoi un nouveau rapport aujourd'hui? En général, lorsqu'il y a un rapport, c'est que les gens pressentent qu'il y a des difficultés ou des problèmes, ou voilà, sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt à un rapport. Et en fait, l'angle qui a été pris pour ce rapport, c'est d'aborder la question de la formation initiale des chirurgiens, parce que c'est ça quand même l'avenir de la chirurgie, peut-être plus que certaines technologies, et puis l'aborder sous l'angle de, justement, peut-être y a-t-il des problèmes qu'on peut identifier dès maintenant, ou qu'on peut anticiper, ou qu'on peut voilà, essayer de prévenir et de contrecarrer à partir du moment où on les a étudiés. Le plan du rapport s'articule autour de 5 questions qui chacune est décomposée en 3 à 6 sous-questions. C'est former qui et sur quels critères, former à quoi, pourquoi et pour qui, former combien et par quelle filière, former par qui et où, et former comment. La méthode, de façon générale, il y a
à la fois une approche quantitative, là où il pouvait y avoir une réponse, une donnée, une seule. On est passé par des données quantitatives, ça peut toucher la démographie, les flux, les actes, les démissions d'universitaires, l'état de santé des enseignants au travers d'enquêtes quantitatives. Et puis là où il n'y avait pas de réponse existante, ou en tout cas là où on anticipait qu'il n'y avait pas une seule réponse unique, on est passé par une approche qualitative en essayant de croiser les regards de différentes personnes ou en passant au travers d'enquêtes, dont je vous en exposerai quelques-unes. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est une question qui n'a pas de réponse précise, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien? Une fois qu'on a dit c'est un médecin qui opère, je ne suis pas certain qu'on soit très avancé, et en tout cas, je ne suis pas certain que ça aide des étudiants en médecine à savoir ce vers quoi ils vont s'orienter. Alors, les contributeurs, là encore, je vais aller très vite, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas les citer. Il y a des internes, et notamment, il y a 2 internes qui ont fait un très beau texte sur quelle a été leur expérience d'interne de chirurgie au cours de la phase Covid, où ils ont été affectés à des secteurs de patients médicaux Covid. Il y a des chefs de clinique, il y a des enseignants, chirurgiens, non chirurgiens. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 doyens qui ont participé. Il y a des représentants du CNU, de la CPCNU. Il y a des DG de CHU, des présidents de CME qu'on a également interrogés. Pour l'instant, ce qu'on leur a dit, c'était que les réponses étaient anonymes, donc on n'a pas toutes les réponses, mais c'est pour ça qu'elles ne sont pas citées pour l'instant. Il y a le service de santé des armées, il y a les académies, bien sûr, de médecine et chirurgie. Il y a l'ANMETPH, et Pascal Leclerc en parlera, c'est en fait les structures de médecine du travail. Le Conseil national. Il y a des syndicats ou des associations d'étudiants, et je remercie beaucoup Marie Bouzy, qui représente l'ANEMF, les étudiants du 2e cycle, qui sont en caricature, d'être présente. Il y a, elle a fait initier le travail avec Jeanne Dupont-de-Guigne, qui était la présidente de l'ANEMF. Il y a Gabriel Sedoun, qui est en ligne, qui représente les jeunes chirurgiens. Il y a des syndicats de PH, Pascal Leport, qui interviendra tout à l'heure. Il y a des syndicats d'hôpital universitaires qui ont été sondés, avec des réponses qui... voilà, on en parlera aussi. Et puis, il y a le Centre national de gestion et l'ONEM-DPS. Alors, à qui ce rapport est destiné? Il est destiné aux chirurgiens en formation. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, ce sont des cohortes, puisque maintenant, la formation dure 6 ans, qu'on peut estimer à un peu plus de 5000 étudiants. Il y a les étudiants du 2e cycle. Il y en a 8500, 600, 800 qui passent chaque année. En tout cas, sur la période 2017-2020, c'est-à-dire 4 ans, il y a eu 32 975 étudiants qui ont été affectés, dont en gros 10% des spécialités chirurgicales, mais c'est à eux que ce rapport s'adresse aussi. Il y a les universitaires de chirurgie, on considère qu'il y a un peu plus de 1000 titulaires, c'est-à-dire PU, MCU, et 930 temporaires, chefs de clinique, assistants ou PHU. Et puis, en fin de compte, je crois qu'il s'adresse aussi, le cas échéant, à des étudiants du secondaire qui sont vers une carrière médicale, les collèges des enseignants d'autres spécialités pour les inviter peut-être à avoir une approche qui permette de mieux définir leur spécialité, les conférences, les ministères. Ça peut paraître extrêmement ambitieux et certainement très prétentieux, mais lorsque on regarde ce que disent ces autres groupes de personnes, le grand public, les étudiants du secondaire, les autres spécialités médicales, les doyens, les ministères, ce qui pensent des chirurgiens, de ce que c'est la chirurgie, on se rend compte qu'il y a un décalage extrêmement important entre la représentation qu'on peut avoir de la chirurgie dans le grand public et dans ces structures et la réalité que les chirurgiens peuvent en vivre. Et en fait, une grande partie de ce rapport tourne autour de ce décalage entre représentation et réalité. Alors, le plan de la séance, on va passer là. Et je vais juste introduire la première partie. Donc, vous vous souvenez, premier chapitre, c'est former qui et sur quels critères, pour dire que les étudiants, les chirurgiens, enfin les étudiants qui sont dans un cursus médical, qui vont faire une spécialité, sont confrontés à une situation qu'aucun n'a connue avant eux. Une situation tout à fait exceptionnelle, qui tient à ça. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, les étudiants du 2e cycle faisaient leur 2e cycle, passaient un concours en alternance, enfin peu importe,
aboutissaient à un processus de classement qui leur permettait de s'orienter vers une dizaine de filières. Il y avait biologie médicale, anesthésie réa, pédiatrie, psychiatrie, médecine du travail, santé publique, gynéco-obstétrique. Et à côté de ça, deux pôles. Le pôle des spécialités médicales, qui représentait l'ensemble des autres spécialités médicales, autres que la psychiatrie et la pédiatrie et les spécialités transverses, et un pôle de spécialités chirurgicales, qui étaient toutes les spécialités en dehors de la gynéco-obstétrique. Et en fait, ces étudiants choisissaient une porte d'entrée, mais avaient en fait, au cours du début de leur troisième cycle, la possibilité de mûrir et d'assurer le choix qu'ils faisaient d'une spécialité proprement dite. On est passé d'une petite dizaine à 30 en 2010 à 44 en 2017. Et donc, maintenant, un étudiant qui fait médecine se retrouve à la fin de son deuxième cycle devant la situation d'avoir à choisir une porte d'entrée parmi 44 et d'avoir à mûrir son choix au cours de cette période de deuxième cycle, alors que le deuxième cycle n'est pas forcément conçu actuellement pour ça. Et donc, voici le plan qu'il y a dans le rapport sur ce chapitre, la culture chirurgicale et ou la spécificité des chirurgiens. Est-ce qu'il y a des animateurs communs? Est-ce qu'il y a des différences entre spécialités? Représentation et réalité de la pratique chirurgicale. Est-ce qu'il y a une concordance entre ce qu'on imagine, ce que j'imagine et la réalité? Est-ce que les aspirations sociétales des jeunes qui veulent faire chirurgie sont différentes de celles de leurs aînés? Et comment identifier, évaluer des appétences, des aptitudes, des compétences pour la chirurgie? Et sur le plan pratique, il va y avoir 5 interventions. Il y aura l'intervention des étudiants donc par l'intermédiaire de Marie Bouzig au nom de la NEF, puis de Gabriel Sedoud au nom du CNJC pour qu'ils donnent leur point de vue. Il y aura ensuite le point de vue sur la situation des chirurgiens en exercice qui sera abordé d'une part par Henri Foulque au nom du Conseil de l'Ordre des médecins, puis par Pascal Leport au nom de ce qu'elle a comme perception dans son activité qui est très transversale. Et puis, je conclurai le plus rapidement possible cette première partie en vous donnant un survol du résultat des enquêtes qu'on a faites pour essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien? Merci beaucoup, Olivier.